croissance exponentielle de la pauvreté est l'une des priorités ou des préoccupations de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a déclaré la guerre donc contre la pauvreté en RDC. Plus de 20 millions de Congolais vivent dans une pauvreté extrême. Sur un total de 80 millions, la pauvreté continue à battre son plein. Donc pour l'actuel président de la République, l'éradication de la pauvreté demeure son cheval de bataille au cours de son quinquennat. Autre actualité que nous aurons à décortiquer au cours de cette émission, la coopération russo-afrique est aujourd'hui se porte bien, ce qui d'ailleurs justifie la présence de l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne en Russie, le pays de Vladimir Poutine, où il a eu un tête-à-tête avec l'homme fort du Kremlin. Beaucoup de sujets que nous aurons s'il faut le dire ainsi, à énumérer au cours de notre entretien du jour. La marche contre la corruption du CLC. Le CLC vont à guerre, s'il faut le dire ainsi, contre la corruption. Une manière aussi de renflouer la caisse de l'État. Alors pour en parler sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir M. Corneille Mulumba. Corneille Mulumba, il est le pionnier de l'UDPS, l'un des cofondateurs de ce parti politique historique, l'image même de la démocratie en RDC ainsi qu'en Afrique. M. Mulumba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Philippe. Comme je l'ai dit au cours de mon introduction, la pauvreté demeure une réalité en République démocratique du Congo, au regard d'énormes potentialités que nous disposons en termes de minerais ainsi que de minerais, s'il faut le dire ainsi. Mais pourquoi nous demeurons toujours aussi dans la pauvreté? Cette question revient, mais le président de la République, Félix Tshisekedi, on a comme l'impression veut mettre fin à toutes ces questionnements. Écoutez, je ne sais pas s'il y a 20 millions de Congolais qui sont pauvres. Moi j'ai l'impression qu'il y a 100 millions de Congolais qui sont pauvres, et très très pauvres même. Observez comment ils vivent, observez comment ils se transportent, observez, vous verrez que 80% des Congolais sont pauvres, très très pauvres même. Donc, ça veut dire que ça doit être une préoccupation. Je me réjouis que ce soit une préoccupation pour le président de la République. Mais ça ne peut pas être un slogan. Lutter contre la pauvreté nécessite qu'on prenne des décisions. Quelles sont les décisions qu'on a prises pour combattre la pauvreté? La question est là. On n'est pas campagne électorale pour annoncer qu'on va combattre la pauvreté. Non, on doit annoncer des décisions concrètes. Il faut mettre les Congolais au travail. Nous avons 75% de notre population qui est constituée des jeunes, qui tournent en rond. Circuler, vous allez le voir. Il faut les mettre au travail. C'est qu'en les mettant au travail qu'ils vont produire, qu'ils vont toucher des revenus sur lesquels on va prélever l'impôt qui va élargir notre caisse, notre trésorerie par l'impôt, notamment. Nous avons un pays à construire, tout est à faire chez nous. Donc il ne devrait y avoir en RDC aucun chômeur. Nous sommes là, nous avons notre monnaie et nous utilisons le dollar. La dollarisation de l'économie. Si on ne parvient pas, ça fait partie des décisions concrètes qui doivent être prises. Si nous avons financé les élections nous-mêmes, c'est pour que nous soyons en mesure de prendre nous-mêmes les décisions qui nous concernent. Alors pourquoi on laisse continuer à utiliser le dollar chez nous? On se réfère au dollar pour tout et pour. Comment voulez-vous, alors que on doit payer les Congolais qui travaillent, on doit payer les Congolais qui produisent. Je pense que nous avons connu effectivement par le passé des problèmes d'instabilité monétaire. Mais je ne pense pas que lorsque vous payez un Congolais avec son salaire actuel, enfant congolais, sans référence au dollar, même si vous doubliez ce montant-là, je ne crois pas qu'il va prendre ça pour recourir ou aller acheter le dollar, puisque il a besoin de ça pour vivre au quotidien. C'est ceux qui vont prendre des millions, des milliards de francs
pour aller les échanger sur le marché, sur à Kandakanda ou bien ailleurs, parallèle, qui déstabilise la monnaie. Or, au moment où le gouvernement est sur le pied, observez comme ça fait un certain temps que le dollar tourne autour de 1600. C'est-à-dire que quelque part, il y a une certaine stabilité. Quand Félix avait accédé au pouvoir, on avait assisté à une tendance baissière. Eh bien, les économistes avaient dit que c'était juste, les gens avaient spéculé à la baisse. Et jusqu'après, la monnaie avait encore... Mais le dollar ne peut pas baisser. Il allait baisser sur base de quoi? Une monnaie, allez, ce sont des faits de sentiments, des équilibrations comme ça. Ils ont voulu peut-être réitérer le même exploit qu'en 1990, lorsque même alors, le fait Tshisekedi avait accédé à la et même alors, faisons attention avec la manipulation. C'est ça la monnaie étrangère. Quand une monnaie, vous ne la contrôlez pas, ceux qui la contrôlent peuvent faire n'importe quoi. On peut larguer plein de dollars sur le marché et faire baisser le cours, comme on peut les retirer et faire monter le cours. Donc je veux dire qu'attention avec toutes ces histoires là-bas. Moi je n'ai jamais cru que, parce que ce qui est devenu président, que le dollar a baissé. Allez poser la question à ceux qui avaient intérêt à déstabiliser la situation pour tirer profit de la situation. Et aujourd'hui encore... Il y a des tireurs de ficelles derrière. Mais il faut pas être grand économiste pour comprendre ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je rappelle encore que votre magazine a reçu sur ce plateau M. Corneille Mulumba. Il est pionnier de l'UDPS, analyste politique. Avec lui, nous sommes en train d'analyser le fait saillant de la société congolaise. Nous avons introduit les missions du jour avec la question monétaire. Pour M. Corneille Mulumba, il est inacceptable que nous continuions à accepter, à consommer une monnaie étrangère, notamment le dollar. Il y a une prédominance de dollars dans le marché congolais. Donc, ça démontre la fébrilité ou la faiblesse de notre économie aujourd'hui. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous, la République démocratique du Congo, nous avons la chance de disposer de notre propre tête de monnaie. Donc, nous-mêmes, nous émettons le billet de banque, mais sauf que nous ne parvenons pas vraiment à tirer profit, à capitaliser cet atout que nous avons, contrairement à presque 17 pays de l'Afrique de l'Ouest, la zone CFA, où aujourd'hui on réclame que le pays concerné veuille mettre en circulation une nouvelle monnaie appelée ECO. Donc bientôt ECO va remplacer le CFA. Alors, nous, en République démocratique du Congo, nous avons notre monnaie, nous avons notre tête de monnaie, mais pourquoi nous ne parvenons pas toujours à faire en sorte que notre monnaie puisse avoir la force et la puissance face au dollar américain? Monsieur Corneille Mulumba, je reviens encore par rapport à cette question de la monnaie. Monsieur Noël Tchani, un économiste avisé, avait parlé que la dollarisation fait perdre à l'économie congolaise près de 600 millions de dollars chaque année. Est-ce que vous avez un point de vue à mettre par rapport à cette question? Bon, si pas plus que ça, parce que d'une manière, avec toutes les conséquences directes, non plus que ça. Le président parle de combattre la pauvreté. Une des décisions, si vous voulez combattre la pauvreté, serait de décider, parce qu'il faut des décisions. Désormais, tous les salaires en RDC, ministres, députés et consorts, tout le monde payé en francs congolais. Et monnaie locale et par la banque. Sur le marché, c'est de francs congolais qu'on utilise. Vous voulez changer l'argent, allez dans les banques. Et l'argent, c'est pour ceux qui sortent. Personne. Ici, aujourd'hui, vous voulez acheter vite écoutez, on dit le dollar est mati. Donc même pour manger le minimum, c'est par rapport au dollar. Alors, si nous devons manger le Thomson, on doit manger le Thomson parce qu'il faut des dollars pour acheter le Thomson. Il faut acheter des dollars il faut des dollars pour acheter du pain. Il faut des dollars pour tout, il faut acheter avoir des dollars. Donc, il faut mettre fin à ça. Donc, si au moins le président de la République prenait cette décision-là, ça veut dire que, quelque part, on va revaloriser notre monnaie. Si le président de la République décidait que désormais, les Congolais ne portent que les habits et tissus produits par Utex Africa ou bien Sodexki localement. Ça veut dire, on va remettre le travail, remettre au travail nos industries, on va donner du travail aux travailleurs, aux tailleurs, aux couturiers, aux modélistes, tout ce monde-là. C'est ça, des décisions. Nous devons prendre des décisions.
Si on dit on augmente les droits d'entrée de Thomson et le reste, et que les Congolais qui produisent le poisson sont financés, et qu'avec ça ils peuvent se donner du travail, au lieu de porter des cartons de poules de mauvaise qualité qui viennent d'ailleurs, alors ça, on combat la pauvreté parce qu'on donne du travail aux Congolais. On dit aux Congolais, mais votre petit déjeuner, achetez des plantains, achetez des patates douces au lieu d'acheter du pain. Ce pays ne produit pas assez de grains de blé. Tout le pain que nous mangeons est importé. Donc achetez en devise. Voilà des décisions qu'on doit prendre. Si on impose que chaque territoire du Congo doit avoir au minimum 100, 200 étangs piscicoles, si on achète des bateaux de pêche, des petits bateaux existent, des grands bateaux existent, des servitudes pour faire la pêche, on peut contrebalancer tout ce que nous dépensons, nous gaspillons pour acheter tout ça. C'est pas les décisions. Donc il appartient, si le président de la République, au lieu de construire des discours en l'air là, qu'on prenne des décisions concrètes, voilà, on décide ça va le concrètement. Ça se traduit immédiatement dans l'assiette de Congolais, ça se traduit immédiatement dans le portefeuille de Congolais, ça se traduit immédiatement sur la lutte contre la pauvreté. Donc pour vous, le président de la République doit cesser avec le discours, il doit plutôt prendre des mesures qui s'imposent parce que le temps est... Absolument. Le temps est compté. N'oubliez pas que bientôt l'année va se terminer depuis que le président, hein? N'oubliez pas ça. Et que donc, on n'en est pas à des discours aujourd'hui. Aujourd'hui, à la campagne électorale, ici, on a des décisions à prendre. Quelles sont les décisions que le gouvernement annonce? Quelles sont dans toutes les matières? En matière de justice, en matière de sécurité, en matière d'agriculture, quelles sont les décisions qu'on prend? L'air ne plus à la séduction, il faut... Vous voulez séduire qui aujourd'hui? Puisque vous avez séduit et on vous a voté, vous n'allez pas continuer à chercher la séduction. Maintenant, vous devez agir pour que la population soit contente, apprécie et ressente que nous n'avons pas commis une erreur en élisant cette personne-là. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, il faut qu'on décide, on fasse ça. On n'est plus à la campagne électorale, il n'y a plus rien à expliquer, à rester vague. Non, il faut des décisions. Le chef de l'État, certes, il y a une vision, mais le gouvernement, depuis qu'il est là, avez-vous entendu des décisions concrètes qui ont un impact sur la vie des Congolais? Non. Donc c'est ça qui est important, c'est avoir des décisions, prendre des décisions qui ont un impact direct sur les Congolais. Tous les Congolais payent enfants congolais. Déjà, si on prend cette décision, vous voyez déjà, et que tout passe par la banque, vous voyez déjà, ça peut donner comme influence. Ça va donner comme influence. Nous poursuivons cette émission. M. Mulumba préconise pour lui une politique sous-tend à renforcer la force ou la puissance de la monnaie nationale, le franc congolais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, la monnaie reflète les niveaux, bien la puissance d'une économie donnée. Si on parle de dollar américain, ça donne l'idée de l'économie américaine et j'en passe. Aujourd'hui, toutes les guerres économiques s'articulent autour de la monnaie. La Chine, aujourd'hui, est en guerre commerciale contre les États-Unis, a dévalué les yens, donc la monnaie nationale chinoise, tout simplement dans l'idée de faire en sorte que leur exportation puisse se coûter le plus moins cher possible pour qu'ils émondent encore le marché au détriment des Américains. Monsieur Corneille Mulumba, le message est passé. Donc pour combattre la pauvreté, le président de la République doit combattre le mal à la source. Pour vous, la source, il faut donner la force à notre monnaie nationale. Il faut commencer à payer en francs congolais. Il faut faire travailler les Congolais pour booster l'industrie nationale dans l'idée de créer la classe moyenne et puis de donner le boulot aux jeunes Congolais. Absolument. Alors la deuxième question, ou bien le deuxième chapitre de notre magazine va concerner la problématique inhérente à la lutte contre la pauvreté. Le Zolobambi avait parlé de 15 milliards de dollars qui échappent au trésor public. Le CLC avait organisé une marche toujours dans la même optique de contrer les corrupteurs ou bien de décourager les corrupteurs dans le souci de canaliser le fonds dans la caisse de l'État. Monsieur Corneille Mulumba, nous avons le budget aujourd'hui, le projet de loi parle de 10 milliards de dollars. Pour vous, est-ce que si on parvenait à boucher le coulage de recettes, on allait aller au-delà de 15 milliards de dollars? Vous partagez cette hypothèse? Mais d'abord, si moi j'étais président de la République, j'aurais nommé M. Zolobambi procureur général de la République. Il a occupé des fonctions importantes dans le secteur. Il a dit que je constate que
vous avez, par an, on perd plus de 15 milliards de dollars. Donc, la logique des choses, M. Bambi, procureur général de la République, faites la chasse par tous les moyens, par tous les créneaux où sort l'argent. Et donnez-lui les moyens nécessaires pour cela. Et on peut avoir des résultats. C'est pour ça qu'on fait les choses. C'est-à-dire que, oui, c'est clair que si nous mettons le Congrès au travail, si nous prenons en main la justice et que nous resserrons la justice en mettant au poste qu'il faut les hommes qu'il faut, une justice les gens qui ont fait leur preuve, un procureur général qui peut terroriser tous les fraudeurs, tous les détourneurs, tout ce monde-là. Il est clair qu'on peut avoir plus de moyens. Si on peut suivre le travail que fait la DGI, de telle façon que, même toutes les régies d'ailleurs, pour que l'argent vienne dans la caisse de l'État. Mobiliser davantage. Nous pouvons mobiliser davantage. Plus on aura mis de Congrès au travail, plus on pourra se mobiliser en termes d'impôts et autres. Donc, mais M. Corné Moulumba, vous êtes un ancien collaborateur du feu Tshisekedi, le père. Il avait promu à son temps, mais sur pied, une idée qui avait été saluée par plusieurs, le fils de bien Malaki. Oui. Alors pourquoi ne pas réitérer le même exploit aujourd'hui, tout simplement dans l'idée de donner davantage l'État les moyens de sa politique? Je vous parle de décision. Je vous dis qu'on est ensemble à des discours. Ça, c'est une décision. Les biens mal acquis. On contrôle ceux qui ont pris les biens de l'État. On suit ça, ceux qui ont apporté de l'argent qui n'ont pas. Il y a des rapports qui existent. Le rapport, notamment ceux sur le rapport parlementaire sur la FPI. Et il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses que nous devons faire. Nous avons la Sofidé. Il y a des gens qui ont pris beaucoup de villes de Sofidé. Qu'on fasse au moins l'inventaire de ça. Qu'on voit ce qu'ils en ont fait. Ceux qui n'ont pas utilisé, parce que l'argent de l'État, c'est l'argent du peuple congolais. Les Congolais doivent en profiter. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Si ça n'a pas été exécuté comme il faut, ben, on récupère. Pas pour faire la violence, on peut leur proposer un timing pour rembourser ou leur imposer le travail. Il y a des décisions qui ont été prises. Le service national. Alors, M. Moulumba, faire travailler les jeunes, faire travailler, produire, parce que c'est dans la production que vous pouvez soutenir votre monnaie. C'est dans la production que vous pouvez avoir un budget plus vaste. C'est dans la production que, en fait, même socialement, vous pouvez être efficace. Sans production, ça ne sert à rien. Sans production, ça ne sert à rien. Il faut créer donc, en quelque sorte, une nouvelle dynamique économique interne pour pouvoir espérer au lendemain meilleur. M. Moulumba, le fait que quelques personnalités de l'ancien régime soient aujourd'hui incarcérées, notamment, je peux citer le ministre provincial de Finances, Guy Matondo, le président du Parlement est aussi incarcéré, et j'en passe. Est-ce que c'est aussi là un signal fort que l'actuel régime a voulu lancer à l'endroit de ceux qui détiennent encore le bien de l'État? Là, vous parlez plus exactement du président de l'Assemblée provinciale, de Kinshasa en l'occurrence, qui s'est beaucoup investi pour essayer de mettre de l'ordre. Mais nous avons intérêt à ce que les choses reviennent dans l'ordre, au niveau provincial, mais aussi au niveau national. L'UDPS s'est battu pour la justice, pour l'état de droit. Surtout ça. Surtout ça. Il faut que personne ne soit arrêté ou incarcéré injustement. Il ne faut pas que des criminels en col blanc se baladent tranquillement sans rien craindre. Il faut les quitter. Il faut les quitter, il faut la justice. C'est par cette marque-là on doit sentir que oui, effectivement, à la tête du pays, aujourd'hui, il y a un homme qui vient de rendre l'UDPS. Il est pour la justice, il est pour l'état de droit. L'état de droit, encore une fois, ne veut pas rester un discours. Ça doit être vécu dans les actes au quotidien. Pas les décisions que l'on comprend. On prend telle décision, la population se reconnaît. On prend telle décision, la population se reconnaît. Les choses sont en train de changer. Bien sûr, on veut le président de la République qui a l'impulsion nécessaire. Et il ne faudrait pas que les chefs de l'État se mêlent de tout, n'est-ce pas? Je veux dire qu'on a vu parler de la commission là, comme si ce n'était rien, alors que ce sont des faits graves, d'autant plus que c'est son propre cabinet qui est visé par ça. Et c'est une chose qu'il faut très très rapidement clarifier, très très rapidement. La justice s'en occupe, il ne faut pas 2 mois pour mettre ça au clair. Et puis c'est fini, on passe, on tourne la page, on s'attaque à autre chose. Il
ne faut pas qu'on sente d'une manière ou d'une autre qu'ils se mêlent dans la justice pour protéger les uns ou pour accabler les autres. Nous avons aujourd'hui, pour citer que celui-là, l'ancien ministre de la Santé qui était au quartier, Yuri Lunga, un membre de l'UDPS, le médecin personnel du chef du futur président Tshisekedi, un homme qui dirigeait les hôpitaux en Belgique, donc une grande personnalité, un membre de notre parti, pour ceux qui disent que l'UDPS n'a pas de cadre, et il a été humilié, pour quels intérêts, je n'en sais rien. Mais il y avait une affaire de sous, on parlait de 4 millions de dollars. Je vous montre une histoire. Un jour, on est là, on entend, M. Ilunga est arrêté pendant qu'il cherchait à s'enfuir de traverser vers Brazzaville par le Bas-Congo, je ne sais pas quoi, et qu'il est maintenu chez lui en résidence surveillée. M. Ilunga, c'est la personne par laquelle je passais pour adresser le courrier au président Tshisekedi. Vous le connaissez personnellement? Oui, bien sûr, je le connais personnellement. Par son canal, je passais parce que c'était, lui, il le voyait, il pouvait plus facilement acheminer notre courrier au président Tshisekedi. Alors, quand il est ici, naturellement, nous sommes en condition. Il faut bien rappeler que c'est le feu Tshisekedi. Vous parlez du Tshisekedi. Je parle de feu Tshisekedi, le feu du président Tshisekedi. Alors, quand j'apprends qu'il est en résidence surveillée, j'appelle. Il n'est pas chez lui. Quelqu'un m'informe qu'il n'est pas chez lui, en fait il est dans le cachet souterrain au casier judiciaire. Je suis allé sur place moi-même pour vérifier. Et effectivement, il était dans le cachet souterrain. On m'a dit que personne n'est pas entré en contact avec lui. J'ai trouvé curieux que la police annonce officiellement qu'il est chez lui en résidence surveillée pendant qu'il était dans le cachet souterrain au niveau de casier judiciaire. J'ai réagi en politique, j'ai revu l'affaire de Chebeya. Pourquoi est-ce qu'on annonce qu'il est là-bas alors qu'il n'est pas là-bas, qu'il est ici? Alors j'ai appelé Lazado, j'ai appelé RFI, j'ai appelé. Et effectivement, RFI en a parlé. Lazado a tweeté là-dessus aussi. Même pas une heure après, déclaration officielle intervenue de la police à la radio pour dire que M. Ilunga est au casier judiciaire. Vous voyez un peu, état de droit. Lorsque vous êtes de l'UDPS, l'état de droit et la justice doivent être pour vous du vécu. Ce n'est pas le slogan, c'est du vécu. Là où il y a injustice, vous vous élevez. Là où il y a violation de l'état de droit, vous vous levez. Quand dans mon parti, on a changé le statut en dehors du Congrès, j'ai dit niet, je ne veux pas accepter ça. Parce que sinon, on va vendre pour qui? C'est-à-dire que notre combat n'a servi à rien. Donc, l'état de droit commence chez soi, au sein de son propre parti, qu'on doit respecter les statuts, qu'on doit respecter les lois du pays au niveau national, parce que les statuts sont pour le parti, c'est que la constitution pour la nation. Vous ne pouvez pas prétendre respecter la constitution comme vous ne pouvez pas respecter vos propres statuts. Si vous ne respectez pas les droits de l'homme, alors à quoi aura servi le combat de l'UDPS si vous ne respectez pas les droits de l'homme? Vous comprenez? Donc, il y a des valeurs comme ça pour lesquelles on ne doit pas transiger, quoi. Alors s'il faut éclairer l'ensemble de l'opinion, ceux qui nous suivent par rapport au dossier Oli Ilunga, aujourd'hui, où en sommes-nous? Mais vous posez la question, je pose la question aussi. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Pendant que M. Ilunga était là, on a suivi à l'est des bandits, entre guillemets, qui attaquaient le centre d'Ebola. On a entendu voilà, que le Rwanda fermait les frontières. Il y a eu beaucoup de déclarations. Mais entre ces jours-là et aujourd'hui, M. Ilunga est en résidence surveillée. Où en est l'enquête sur les 4 millions? On en est où? Cette lèvre les 4 millions, alors qu'ils sont traités en justice, qu'ils sont condamnés parce que c'est les 4 millions qui appartenaient aux Congolais. S'il n'a pas volé les 4 millions, vous le libérez et vous le dédommagez au besoin parce que c'est une personnalité de notre pays qui aurait pu demain faire notre fierté dans les organisations internationales. Donc je veux dire que soyons justes, nous sommes de l'UDPS, alors jugeons-le ou libérons-le. Mais on ne peut pas continuer comme ça, pour nous de l'UDPS, c'est inacceptable. Alors, mesdames, mesdemoiselles, je me suis souvenu à peine de nous joindre. Je rappelle que votre magazine a réussi sur ce plateau, monsieur Corne Mulumba, cofondateur de l'UDPS, donc le pionnier de l'UDPS, collaborateur direct du feu président Tshisekedi Iwa Mulumba.
Avec lui, nous sommes en train de décrypter l'actualité socio-économique, politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Dernier chapitre, M. Corneille Mulumba. J'aimerais aborder cette question à la fin de l'émission, la rentrée politique de Joseph Kabila annoncée au cours, donc à l'issue d'un mini congrès organisé à Lumbashi, donc la ville qui préfère. Cette annonce faite par le secrétaire national du parti, donc Emmanuel Ramazani Chadari, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Chacun essaye d'interpréter cette déclaration de sa manière. Alors vous, étant qu'un opérateur politique de notre pays, comment avez-vous aperçu cette déclaration? La rentrée politique de Joseph Kabila Kabange, est-ce ça vaut la peine? Moi, il y a une chose qui me gêne d'abord, c'est que si je compte bien, le PPRD, le FCC, FCC ont organisé au moins 4 ou 5 réunions, sans compter celle de Lubumbashi, et que mon parti qui s'est battu pour la démocratie, Union pour la démocratie et le progrès social, pas une seule fois, n'a battu rappel de troupes. Un parti politique, c'est une organisation qui a des structures, qui a des bureaux d'études, qui a des organes délibérants, qui a un bureau politique qui réfléchit, qui raisonne. Zéro, rien. Ça, c'est une chose. À partir de ce moment-là, me préoccuper trop de ce que fait le PPRD, alors que mon propre parti ne fait pas 1/1000 de cela, ça me gêne. Maintenant, Joseph Kabila a le droit de faire de la politique. Vous savez que le nom de Joseph Kabila ne passe pas inaperçu à l'opinion. Hein? Oui, mais il a le droit de faire de la politique. Personne ne peut lui empêcher de faire de la politique. Il a le droit de faire de la politique. Il peut faire sa rentrée politique, comme vous pouvez faire, vous, votre rentrée politique. Où est le mal? Il n'y en a pas. On cherche tout simplement à appréhender ses intentions, l'intention qu'il y a derrière cette annonce. Comme intention, qui veut se présenter comme candidat en 2023. Bon, la question c'est seulement, il nous faut l'état de droit. Ou bien la Constitution l'interdit, ou la Constitution ne l'interdit pas. Si la Constitution ne l'interdit pas, vous allez interdire comment? Si la Constitution interdit, à ce moment-là, s'il ose le faire, c'est une violation de la Constitution. Ce que nous devons nous élever, c'est contre la violation de la Constitution. Mais à Lumbashi, j'ai suivi aussi le secrétaire permanent Chadari parlant de l'enseignement, du gratuité de l'enseignement. La gratuité, oui. En disant que non, voilà, c'est Kabila, non. M. Chadari est un ancien de l'UDPS. Il doit savoir, il ne peut pas ne pas savoir que la gratuité de l'enseignement figure dans le projet de société de l'UDPS de 1982, dont je suis un des co-rédacteurs de cette histoire-là. Donc, le projet de société de l'UDPS parle de la gratuité de l'enseignement 1982. Lorsque la constitution de la RDC 2006 adopte ça, ça fait 22 ans après. 22 ans après. Donc ça veut dire que... Et puis la question n'est pas là. On n'est pas en train de se débattre pour savoir qui est à l'origine, qui n'est pas à l'origine. Ce qui est important pour nous, c'est quoi? C'est qu'il y ait la gratuité de l'enseignement dans notre pays. École primaire, école secondaire, qu'il y ait des bourses d'études suffisantes pour nos jeunes qu'on peut envoyer partout dans le monde pour aller étudier ou localement. C'est ça qui est important. Donc, mettons-nous ensemble, serrons-nous les coudes pour que nous puissions nous investir, accroître le budget de l'État pour que nous soyons en mesure de prendre en charge la gratuité de l'enseignement. Parce que la gratuité de l'enseignement ne veut pas dire que l'enseignement est gratuit. Ça veut dire que les parents ne payent pas, que c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. Et que donc, je pense que c'est ça qui est surtout le plus important. Mais faisons en sorte que nous puissions conjuguer les efforts, mettre les énergies, mettre toutes nos têtes ensemble, pour pouvoir élargir le budget de l'État, et alors on prendra la tête de l'enseignement. Je rappelle que la gratuité de l'enseignement exige au moins une enveloppe autour de 3 milliards de dollars. Enseignement primaire, là. Justement, l'enseignement de base. De base, on ne doit pas rester là-bas, on doit aller au-delà. Donc il faut plus que ça. Il faut plus que ça, mesdames et mesdemoiselles. Monsieur, dernier virage, donc nous allons aborder la question ou bien le séjour du président de la République, Félix Tshisekedi, en Russie, donc, et le tête-à-tête qu'il y a eu avec Vladimir Poutine.
On peut se dire, faisons un parallélisme à M. Corne Moulumba. Lors de son passage aux États-Unis d'Amérique, Félix Tshisekedi n'a pas eu cette opportunité d'échanger, d'avoir le tête-à-tête avec le président Trump, mais au niveau de la Russie, on lui a accordé ce privilège. Comment peut-on donc interpréter cette réalité? Écoutez, moi je pense d'abord que la RDC est un grand pays. Un pays qui a des potentialités énormes, et ces potentialités, si nous avons encore une fois une cohésion interne suffisamment forte, peut peser suffisamment sur la politique internationale. Si Trump n'a pas reçu le président de la République démocratique du Congo, c'est peut-être parce qu'il les minimise. Il les minimise peut-être parce que nous le minimisons. Et que si le président Poutine le reçoit, c'est peut-être parce que peut-être qu'il sait mieux, il saisit mieux l'importance d'avoir des liens plus importants, plus coopération plus forte avec la RDC. Notre problème est, ce n'est pas le fait de rencontrer Poutine. On a rencontré Poutine pour parler de quoi? Pour présenter quel dossier? Ce qui est important pour nous. Quels sont nos besoins en matière de l'agriculture, parce que nous voulons faire quelque chose, en matière de certification de nos minerais, en matière de prospection minière, en matière, dans toutes ces matières, quels sont nos dossiers que nous avons préparés qui font que lorsque ces rencontres ont lieu, après la rencontre officielle, après la photo officielle, nous avons à côté nos experts, nos ministres qui vont parler de ces dossiers, qui vont mettre ce dossier sur la table. La question est là. Si ce n'est pas le cas, écoutez, ils peuvent s'embrasser autant de fois qu'ils veulent, c'est sans intérêt. Donc notre problème à nous, c'est que nous préparons le dossier. Lorsque le président parle aux États-Unis, en Belgique et aux États-Unis, le gouvernement avait venu de tenir un seul conseil des ministres. Ça n'a pas de sens. Parler de la coopération RDC-Belgique, c'est un dossier très, très important, suffisamment important pour que tous les dossiers soient préparés, pour que nous puissions profiter pour évaluer cette coopération entre la Belgique et le Congo. Qu'est-ce que nous avons gagné, que la Belgique a gagné? Si on ne fait pas ça, la coopération militaire entre la Belgique et la RDC, qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que la Belgique nous a livré des armes? Est-ce qu'elle a fait quoi? Vous comprenez, pour que nous puissions nous défendre. La question est là. Donc, on peut coopérer avec tout ce monde, mais nous devons nous préparer, c'est nous devons avoir nos propres dossiers bien ficelés pour parler avec les autres et à propos des apparences, on puisse mettre ces dossiers sur la table et le boucler dans le sens des intérêts de notre population. Je vous dis merci M. Moulumba pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs, merci de l'attention soutenue que vous avez accordée à cette émission. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Radio et télévision satellitaire au Congo.